Bonjour, merci d'être venus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui du cerveau, on va parler de binaire, on va parler de JavaScript, on va avoir des vrais petits bouts de science, des 0 et des 1, on va avoir une démo live, vous pourrez me rappeler que je vous l'ai promis. Notre histoire commence il y a quelques temps, avec l'Université de Bordeaux et la Harvard Medical School qui se sont regroupés pour faire un projet scientifique. Ce projet scientifique, c'est Spine. Alors, si je devais le présenter en mode marketing, il y a des très bons hashtags. Spine, c'est un serious game sur tablette qui va crowdsourcer la recherche scientifique en neurologie. Donc, ça claque, déjà. Avec des mots humains, je définirais Spine comme un jeu sur tablette qui est destiné au grand public, dans lequel les joueurs et les joueuses vont apprendre à lire des vues en coupe du cerveau, comme on en a eu ici, et ils vont apprendre à repérer ce qu'on appelle des lésions. Donc c'est la petite tache blanche discrète que vous avez sur la gauche ici. Et l'idée, ça va être de commencer par des mini-jeux où on doit juste dire si on voit une lésion ou pas. Après, ça monte en gamme et on va pouvoir dessiner précisément la lésion, etc. sur plusieurs coupes. L'idée derrière ça, c'est de fournir ça au plus grand nombre de joueurs possible, donc qui vont progresser et analyser des vues du cerveau. Et ces vues du cerveau, en fait, ça va être des équipes scientifiques qui ont des IRM à analyser, qui vont les fournir à la plateforme. Okay. Et l'idée, c'est qu'on va récupérer ensuite toutes les données créées par les utilisateurs, donc où est-ce qu'il y a des lésions, le dessin des lésions, etc. On va les compiler et ça va nous donner de la data, par exemple, tous les utilisateurs, ils ont vu qu'il y avait une lésion sur telle image à tel endroit. Alors, évidemment, ça ne se substitue pas à la recherche scientifique ou au travail d'un neurologue qualifié, mais une des premières applications, ça peut être de faire gagner du temps à la recherche en disant, vous êtes des labos, vous faites de la recherche, vous avez besoin d'analyser des IRM en grande quantité, des gens compétents en neurologie, ça coûte cher, donc mettez-les dans l'application et vous aurez un premier filtre qui va être fait par les joueurs et éventuellement, vous pouvez ensuite vous concentrer sur les images qui sont sorties comme positives par le travail des joueurs. OK ? Alors, eux, c'est des scientifiques, hein, c'est pas du tout des techos, donc ils sont venus à la recherche d'un prestataire pour réaliser ça. C'est là que j'entre en scène. Moi, je m'appelle Thomas, je suis développeur web chez Elao depuis 5 ans. Donc, je fais du back et du front. Et on a pris ce projet. Et donc, notre défi, ça a été l'une des contraintes intéressantes de ce projet, ça a été de savoir comment est-ce qu'on allait lire des IRM du cerveau dans le navigateur. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on a fait ça, qu'est-ce qu'on en a retiré et pourquoi on a vu plein de trucs intéressants en chemin. Alors, on a commencé par se renseigner un petit peu pour comprendre le vocabulaire du client. Donc, un IRM, qu'est-ce que c'est? C'est de l'imagerie par résonance magnétique. Donc, c'est la technologie qui nous permet d'obtenir les images du cerveau qu'on a vues. Donc, c'est cette grosse bobine que vous avez déjà vue si vous suivez Grey's Anatomy ou d'autres séries médicales. Et donc, je vais vous expliquer comment ça marche, hein, parce que ça m'intéresse. Alors, ça fait intervenir de la physique quantique. Moi, je me suis arrêté en terminale, la physique, donc le reste, ça va plus être du niveau c'est pas sorcier. Comment ça marche une machine IRM? Eh bien, cette grosse bobine, c'est un électroaimant qui va soumettre votre cerveau à un champ magnétique très précis qui fait réagir les particules d'hydrogène que vous avez dans votre cerveau. L'hydrogène qui est présent en grande quantité dans les tissus biologiques, donc dans vous, comme dans l'eau par exemple, qui constitue le corps humain. Et donc ils vont réagir, alors en physique quantique ça s'appelle le spin, d'une manière que la machine est capable de détecter précisément dans l'espace, et donc ça va nous donner une cartographie
de votre cerveau, avec là où il y a beaucoup de réactions, bah, c'est qu'il y a beaucoup de matière organique, et donc ça va être par exemple dans ces zones-là. Et quand il y a peu de réactions, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matière organique, et donc c'est plutôt noir. Voilà, donc après on fait juste une correspondance en noir et blanc. Plus il y a de l'information, plus c'est blanc, et sinon, c'est... Voilà. Donc ça donne ça. Là, vous voyez que vous avez plein de petits carrés. En vérité, le format qui sort de l'IRM, c'est un cube, c'est de la 3D. Hein. Donc pour le reste de la conf, je vais souvent parler de voxels. C'est des pixels dans un système en 3 dimensions, pour faire simple. Donc on a commencé notre petit projet. On récupère les fichiers sources du client, hein, comme d'habitude. Il se trouve que là, c'est une extension .ni. Hein. C'est un format Nifty, c'est un format qui a été défini par un laboratoire anglais et qui définit une spec pour un format d'imagerie par résonance magnétique. Vous savez, le problème avec les développeurs web, c'est qu'ils pensent que tout est faisable dans un navigateur. Donc nous, on se dit, pas de problème. On ouvre le fichier. On prend notre petit éditeur de texte favori et on ouvre le fichier du client. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprends pas, ça ne ressemble pas à du JSON. Il y a plein de caractères étranges. Comment est-ce que je vais faire? Et donc, il a fallu qu'on apprenne, en tout cas, qu'on réapprenne pour certains, à se plonger les mains dans le binaire. Donc, je vais vous en parler. Vous avez vraiment bien fait de choisir cette conf. Alors, petit rappel sur le binaire, c'est un système numérique en base 2, donc si je compte sur les doigts de ma main, ça fait 1, 10, 100, 101, 1, 10, 11, 100, 101. Le bit, vous le savez, c'est l'unité de base qui vaut 0 ou 1. En informatique, on va travailler avec des groupes de 8 bits qui forment un octet. Et après, quand vous avez 1024 octets, ça vous fait un kilo-octet. Là, on commence à retomber dans des données et des choses qui font sens parce que ça fait partie de notre quotidien. Voilà, donc pour vous donner un exemple, un épisode de Game of Thrones, c'est 536 millions d'octets. Donc je vous laisse imaginer le nombre de bits que ça fait dans un épisode de Game of Thrones. Je vais vous laisser une seconde. Donc maintenant qu'on sait que ce fichier... bon, c'est des 0 et des 1, très bien, c'est du binaire, ok, j'ai compris, mais du coup, à partir de là, je vais où? Et bien, ce qu'il faut se dire, c'est que ces 0 et ces 1 ne sont pas définis comme ça dans le fichier par hasard. On le pressent, mais on ne sait pas comment l'expliquer, mais il y a une information qui se cache là-dedans. Comment est-ce qu'on va arriver à lire la matrice? Eh bien, le binaire, c'est une représentation de l'information. Et il suffit de savoir comment est représentée l'information. Alors, comment ça se passe? Eh bien, la première étape, ça va être de numériser l'information. Donc, numériser, ça veut littéralement dire transformer en numéros. Donc, vous prenez une information du monde réel et vous allez lui attribuer un entier. OK? Petit slide matrix. Un exemple du quotidien où on numérise de l'information, c'est le numéro de sécurité sociale. Alors, on pourrait croire que votre numéro de sécu, c'est votre ID dans la grande table MySQL qui a été lancée avec la 5e République, ce n'est pas le cas. C'est de l'information qui est représentée sous forme numérique. Par exemple, si on prend ce numéro de sécu, en le lisant, je peux vous dire qu'il s'agit d'un homme qui est né en 1989, en octobre plus précisément. Il est né dans le département de l'Isère et dans la ville de Grenoble en particulier. C'était le 48e bébé ce mois-ci, et c'est un numéro valide car il y a une clé de contrôle. Une fois que vous avez représenté une information du monde réel sous forme numérique, il vous suffit de l'écrire ce nombre en base 2, et vous avez une chaîne binaire que vous pouvez stocker. On va prendre un exemple un petit peu plus proche de ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est-à-dire lire une IRM. C'est représenter une image, donc quelque chose que nos yeux voient, comment est-ce qu'on le représente dans un fichier informatique. Alors une image, c'est quoi? C'est une grille de pixels dans lequel, à chaque pixel, on attribue une couleur, okay, c'est l'information qu'on cherche à représenter, et chaque couleur, comment est-ce qu'on l'a écrit sous forme numérique? On aurait pu numéroter toutes les couleurs, c'est pas ce qu'on a fait, en tout cas dans le système bitmap qu'on va prendre comme exemple aujourd'hui.
on a décidé de représenter chaque couleur par une valeur de rouge, une valeur de vert et une valeur de bleu. Okay. Alors, petite parenthèse, c'est pas sorcier. Pourquoi est-ce qu'on note les pixels en RVB? Si vous avez déjà fait un peu de CSS, vous pouvez setter les couleurs à la main en jaugeant les valeurs de RVB. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que nos écrans d'ordinateur et de télé sont composés de diodes qui affichent du rouge, du vert et du bleu et qui font varier l'intensité en fonction de ce qu'on leur demande pour reproduire la couleur? Eh bien, tout simplement car nous percevons la lumière dans notre œil grâce à 3 bâtonnets de types différents. Il y en a un qui voit le rouge, un qui voit le vert et un qui voit le bleu. Donc c'est vraiment calibré pour nos yeux. Fin de la parenthèse. Ces valeurs de rouge, vert, bleu, généralement on les représente par un octet de 0 à 255 dans le format bitmap. Encore une fois, si vous bidouillez en CSS, c'est pour ça que vous choisissez des valeurs entre 0 et 255. Et pourquoi 0 à 255? Eh bien, car c'est les valeurs minimum et maximum que nous pouvons stocker en informatique dans un octet, donc dans 8 bits. Quand tous les bits sont à 0, ça fait 0, et quand tous les bits sont à 1, ça fait 255. Quand je dis ça fait, c'est pas magique, hein, c'est dans un système en base 2, si vous écrivez que des 1, c'est le nombre 255. Donc, petit récap. Si on code une couleur sur 3 fois 8 bits, ça nous fait 24 bits, ça fait 16 millions de possibilités. Ce sont les fameuses couleurs vraies qu'on a depuis Windows 2000. Voilà, en 24 bits, ça correspond ce numéro. Ok, donc on sait que la chaîne binaire représente une information, en l'occurrence un pixel. On va vous faire un petit exemple pratique. Prenons cette chaîne binaire et je vais considérer qu'elle représente des pixels de couleur qui sont encodés de la manière dont je viens d'expliquer. Eh bien, nous avons d'abord un premier octet qui code du rouge, un deuxième qui code du vert et un troisième qui code du bleu. On voit qu'il reste encore des données, donc on continue, il y a visiblement un deuxième pixel, rouge, vert, bleu. Si on écrit ces octets sous la forme base 10, ça nous donne les valeurs suivantes, et si je demande à mon navigateur et à notre vidéoprojecteur de m'afficher les couleurs qui correspondent à ces valeurs, ça nous fait 2 pixels orange et violet. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était arbitraire, on a choisi en bitmap de stocker les couleurs sur un octet, on pourrait tout à fait choisir de les stocker sur 2 octets, donc 16 bits, auquel cas, chaque valeur de rouge, vert, bleu aurait beaucoup plus de possibilités, donc considérez ça comme un nuancier beaucoup plus important, comme quand vous choisissez la peinture, mais un truc qui aurait 65 000 valeurs possibles pour votre mur. Okay. Si je prends la même chaîne binaire, et que je considère qu'elle représente cette fois-ci des pixels qui sont encodés sur 16 bits, je vais le découper comme ça, 2 octets pour le rouge, 2 octets pour le vert, et 2 octets pour le bleu. Ça nous donne les valeurs suivantes, on voit qu'elles peuvent monter beaucoup plus haut que 255, et ça me fait un pixel, cette fois-ci, mais qui serait sur un nuancier beaucoup plus grand. Pourquoi je vous donne cet exemple? Pour comprendre qu'une chaîne binaire n'a pas de signification en soi. Les 2 exemples que j'ai pris là, c'est les mêmes octets, avec les mêmes valeurs dans chaque bit, et voilà, on peut les lire de différentes manières. Une chaîne binaire n'a pas de signification en soi. Il y a autre chose dans la nature qui marche comme ça. Petite parenthèse, c'est pas sorcier. C'est l'ADN. L'ADN, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste une chaîne qui n'est pas binaire, qui est en base 4, car nous avons 4 nucléotides, donc c'est comme du binaire, sauf que ça varie sur 4 valeurs. Et tout le problème de la recherche sur l'ADN, c'est que, contrairement au bitmap, on n'a pas la spec. Du coup, on est obligé d'aller modifier des valeurs et voir qu'est-ce que ça produit comme changement. Je vous laisse imaginer 2 minutes débugger un programme en changeant un bit de valeur et de voir comment ça se comporte et qu'est-ce que vous avez changé pour en déduire dans quelle partie du code vous êtes. Voilà, ça, le monde de la recherche, messieurs, dames. Ok, alors, moi, dans ce projet, j'ai besoin de lire mon image dans un navigateur, et donc je vais utiliser JavaScript pour faire ça. Comment est-ce que je peux manipuler du binaire en JavaScript? Eh bien, vous avez un petit utilitaire qui s'appelle un array buffer, qui existe dans plein de langages un petit peu plus bas niveau, et qui est tout simplement, vous déclarez une nouvelle chaîne binaire qui va prendre en paramètre
un nombre d'octets. Attention, byte avec un Y en anglais, c'est octet. Donc, notre chaîne exemple de tout à l'heure avec nos 2 pixels, si je veux la déclarer dans un nouvel array buffer, je vais faire un new array buffer de 6, ou 6 octets, et ça va m'ouvrir une chaîne comme ça, que vous allez ensuite pouvoir manipuler avec des tableaux typés. Encore une fois, ça existe dans plein de langages. Les tableaux typés, ça a l'air de faire un petit peu peur comme ça, mais ce qu'on est en train de dire, c'est la phrase que j'ai dit tout à l'heure, considère-moi cette chaîne binaire comme une suite d'entiers codés sur un octet. Donc là, c'est exactement ce que je fais. En ouvrant mon buffer que j'ai créé juste avant avec un uint8 array, ça veut dire unsigned int, donc des entiers non signés, donc de 0 à 255, sur 8 bits. Et c'est un tableau, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il n'y a que ça dans cette chaîne, il y a une suite, il va les découper dans l'ordre comme on l'a fait tout à l'heure. Donc si j'ouvre ma chaîne avec, que j'ai instanciée dans le buffer avec cette vue-là, eh ben, il va faire le découpage qu'on a fait tout à l'heure. Et si vous console-loguez votre view, vous avez un tableau qui contient des entiers. Okay, assez classique. Pour faire la deuxième partie de notre exemple, on peut utiliser un uint16. Donc là, on lui dit, OK, bah, c'est une suite d'entiers, mais qui sont codés cette fois-ci sur 16 bits, 2 octets. Et ben, il va faire le même travail qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette fois-ci, il va le découper en séquence de 16 bits. Et il va nous renvoyer un tableau avec les valeurs suivantes. Alors, ces tableaux typés, ils sont pratiques, parce que là, on a fait de la lecture. Une fois qu'ils sont instanciés, vous pouvez également vous en servir pour faire de l'écriture. Donc, par exemple, je peux dire, bah, tiens, dans ma première case, mets-moi à 255, et il va prendre notre chaîne binaire et il va aller mettre tous les bits à 1 dans le premier octet. Il y a un petit risque avec ça. À votre avis, qu'est-ce qui se passe si je lui dis, dans la case 0, tu me mets 546, quand on est en train de manipuler des entiers qui vont de 0 à 255? Et bien lui, il va dire, pas de problème, 546 en base 2, ça s'écrit comme ça. Et je vais remplir mon premier octet avec les valeurs que tu me donnes. Et donc, si vous console-loguez view de 0, bah ça vaut 34. Parce qu'en fait, lui, il va appliquer ça dans le premier octet, ça part dans l'espace, et vous ne vous retrouvez qu'avec cette information, or cette information, c'est 34. Ça, c'est un problème qui est connu des développeurs de jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle l'overflow, et c'est aussi connu des speedrunners, typiquement. Dans Pac-Man, il y a une séquence de mouvements à faire, et vous rentrez dans un bout du code où ils ont laissé un problème d'overflow, et à partir du moment où vous allez genre perdre quelques informations, donc des bits, avec ce problème d'overflow, et ben, le jeu se comporte de manière complètement erratique à partir de là. Vous avez plein d'utilitaires en JS autour des tableaux typés. Donc vous en avez pour faire des entiers signés, donc qui peuvent avoir un signe positif ou négatif, pour faire des nombres à virgule, qui sont généralement sur des plages de bits plus importants. Voilà, il y a tout un tas d'utilitaires. L'ensemble des tableaux typés, ils prennent également des paramètres. Donc quand vous ouvrez une chaîne, vous pouvez lui dire bah, je vais prendre à partir de tel octet, donc à partir de l'octet 2 et jusqu'à l'octet 4, pour aller lire un seul segment, comme quand un gène s'exprime dans l'ADN. La data view, c'est une espèce de boîte à tout faire où vous l'ouvrez et vous le spécifiez. C'est la même API, mais sous forme de méthode pour choisir le type qu'au moment de l'appeler la méthode. Donc là, c'est va me remplir dans l'octet numéro 42 la valeur 1337 en int16. Voilà. Et les array buffers se comportent un petit peu comme des tableaux, on l'a vu, donc vous pouvez les slice, vous pouvez lui dire prends-moi telle tranche de la chaîne binaire de 0 à 352 par exemple. Alors, j'avais quand même promis à plusieurs personnes de faire un slide sur le PHP, on est quand même au forum PHP. Donc, les tableaux typés en PHP, c'est donc qu'est-ce qu'on a pour manipuler du binaire? Eh bien, on a deux méthodes qui sont pack et unpack. On va choisir quel type, donc entier, signé, etc., ou float, on va le choisir avec une lettre. Donc là, par exemple, S majuscule, ça veut dire entier non signé. Voilà. Et après, si vous voulez en manipuler qu'un, vous vous arrêtez là. Si vous voulez en manipuler un tableau, vous mettez étoile. C'est tout.
Donc voilà, quand vous faites pack, vous avez créé ici un buffer avec ces 3 valeurs-là. Donc des entiers, ah oui, S majuscule, c'est des entiers signés sur 16 bits, bien sûr. Et vous pouvez ensuite relire cette information avec unpack, c'est l'inverse. Donc pareil, vous lui dites, bah, considérez-moi ça comme des entiers non signés sur 16 bits, et ils vous renvoient un tableau avec les valeurs correspondantes. On commence là à être à même de lire notre fichier IRM. Il faut juste quand même charger les données dans notre navigateur. Donc qu'est-ce qu'on a pour recevoir des données? Parce que notre fichier, il existe sur notre disque dur quelque part. Et bien en fait, toutes les manières de charger de la donnée en JavaScript vont supporter le binaire et l'array buffer. Donc notre bonne vieille requête Ajax, si vous lui spécifiez un response type array buffer, elle vous renvoie un array buffer instancié avec dedans le contenu binaire de la réponse. Le file reader, c'est un petit outil qui se met par-dessus un bouton parcourir pour aller chercher un fichier sur votre disque. Vous pouvez lui dire read as array buffer, donc renvoie-moi un array buffer qui contient le contenu du fichier. Et mon petit chouchou, les WebSockets, vous pouvez leur dire on va parler en binary type array buffer, donc on va parler en array buffer, et à partir de là, tout ce qui rentre ou sort de la connexion des deux côtés va être directement des array buffer que vous pouvez manipuler. OK. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour ouvrir mon fichier d'IRM que m'a fourni mon client. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est comment est représentée la donnée à l'intérieur. Donc je vous l'ai dit, au début, il y a une spécification qui a été publiée par un labo, et donc je suis allé chercher le nom du fichier, j'ai trouvé que c'était ça, j'ai trouvé que c'était un laboratoire anglais, machin, je suis allé chercher la publication qui dit voici notre spécification pour tel fichier d'IRM, c'était fun. Ça ressemble pas du tout à de la doc.php, hein. C'est plus... c'est un peu plus genre sorti d'un fax, quoi. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'elle nous dit, la spec Nifty? Ils sont coquins les anglais, parce que Nifty en anglais ça veut dire genre, je suis un peu genre coquin ou un truc comme ça, je sais plus, c'est bon. La spec, elle nous dit ça. Alors, dans notre fichier, on commence par un header, une en-tête, qui est sur 352 octets, qui est tout le temps fixe. Dans cette en-tête, il y a des informations qui vont vous permettre de lire le fichier. Vous avez le nombre de dimensions du fichier. Donc la plupart du temps, c'est 3, ce que je vous l'ai dit, c'est un volume. Mais la spec supporte 4 dimensions. Ici, la 4e dimension, c'est le temps. Vous pouvez prendre une vidéo de votre cerveau, si vous voulez. Ensuite, dans les octets 40, 44 et 46 respectivement, vous avez la largeur, la hauteur et la profondeur du fichier. Donc ces dimensions. Dans les octets 70 et 72, vous avez le type de données. Donc est-ce que c'est des entiers signés, ou des nombres à virgule. Et le nombre de bits, c'est ce nombre-là, est-ce qu'il est codé sur 1 octet, 2 octets, 4 octets, etc. Donc c'est ce qui va nous permettre de choisir la bonne vue pour lire les données. Et ensuite, vous avez tout un tas d'informations, comme des informations d'échelle, c'est-à-dire en gros un voxel dans le fichier, est-ce qu'il représente, combien de millimètres il représente. Donc, en langage humain, est-ce que vous êtes en train d'observer un cerveau d'homme ou un cerveau de rat, par exemple, et puis vous avez une description, signature de la machine, etc. Donc si je veux manipuler le header en JavaScript pour récupérer ces informations, avec mon buffer que j'ai issu d'une requête Ajax, par exemple, ou d'un bouton parcourir comme on l'a vu avant, eh ben, je vais ouvrir une data view de l'octet 0 à 352, c'est ce que nous dit la spec, et puis je vais récupérer la largeur, la hauteur et la profondeur dans les octets correspondants. Là, on a 256 par 256 par 176. Vous vous dites peut-être, waouh, c'est super merdique comme résolution. Alors, oui, c'est vrai, votre iPhone ou votre Samsung prend des meilleures photos, mais rappelons que l'IRM prend une photo de l'intérieur de votre tête sans l'ouvrir, ce qui est quand même déjà une prouesse. Il nous renseigne ensuite sur le data type. Donc ici, c'est 16, donc ça veut dire que c'est un nombre à virgule. Et sur le bit par voxel, il nous dit c'est 72. Donc là, vous avez une table de correspondance, tout simplement, un petit peu comme les départements. Genre, voilà, l'Isère, c'est 38. Mais eux, ils disent le 72, c'est sur 32 bits. Donc on sait, avec ça, qu'on doit ouvrir notre fichier avec un float 32 array. Et ensuite,
après cet octet 352 qui termine l'entête, vous avez tous les voxels du fichier, les uns à la suite des autres, exactement comme vous avez dans une image tous les pixels les uns à la suite des autres. Alors, petite parenthèse fun, mais ça fait peut-être rire que moi, mais je vais tenter de vous l'expliquer. La première fois que j'ai fait ça, j'ai pris mes 352 octets du header, j'ai calculé le nombre de voxels qu'il y avait dans le fichier, donc largeur fois longueur fois hauteur, et je l'ai multiplié par le nombre d'octets sur lequel chaque voxel est encodé. Tout ça, ça fait un total en octets, donc ça fait 11 millions de voxels. 46 millions d'octets, et donc ça fait 46,1 mégaoctets. Et là, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, c'est pour ça que c'est marqué ça dans le Finder, c'est pour ça que ce fichier a ce poids-là. Alors ça peut paraître débile, mais je trouve ça fascinant de pouvoir recalculer exactement le nombre d'octets qu'il y a selon ce que nous dit la spec, et effectivement, c'est le poids du fichier. Voilà, moi ça m'amuse. Et donc ensuite, maintenant qu'on a récupéré ces informations, on peut ouvrir une nouvelle vue qui va, elle, lire donc la suite de voxels. Ça tombe bien, c'est un tableau, on va pouvoir le faire avec un tableau typé. Donc je prends un float 32 array, j'ouvre le buffer à partir de l'octet 352. Et là, je vais avoir un tableau avec 11 millions de cases. Je peux me faire une petite fonction utilitaire qui me fait une petite correspondance. Un voxel qui est en position x, y, z dans le fichier, à quel index du tableau il se retrouve. À partir de là, je peux récupérer la valeur de chaque voxel de mon fichier IRM. Et puis, je vais utiliser une autre partie de JavaScript qui me permet de créer des images. En l'occurrence, c'est le Canva. Je vais lui dire, tu me fais une nouvelle image à telle taille, en 2D, et puis on va aller essayer d'afficher une coupe, c'est-à-dire une tranche de l'IRM. Donc, j'ai créé mon image. Je vais la remplir en allant chercher, par exemple, je vais prendre une tranche Z de mon fichier, et je vais prendre tous les voxels qu'il y a dans cette tranche Z, et je vais aller, pour chaque voxel, donc, qui a une valeur qui est un nombre à virgule, qui va de 0 à 1, dans notre cas, je vais aller remplir une nuance de gris dans mon image correspondante. C'est-à-dire que quand c'est à 0, je mets 0, et quand c'est à 1, je vais mettre 255 en RVB, donc ça va me faire du blanc total. OK ? Voilà, je remplis mon image, je demande à mon navigateur de me l'afficher, et ça donne ceci. Donc là, on voit qu'on a des pixels qui sont d'autant plus blancs qu'on a une valeur qui est proche de 1. Alors, je vous avais promis une démo, donc ça tombe bien, mes slides sont dans un navigateur, donc je peux lui dire, maintenant que tu as affiché cette coupe, autant ne pas s'arrêter là, et parcours le fichier et affiche-moi les autres. Et puisqu'il ne faut pas croire ce qu'il y a sur Internet, et que j'aurais très bien pu mettre un GIF, je vous ai aussi mis l'URL, donc vous pouvez sortir vos téléphones, aller sur cette URL et faire tourner ce petit bout de code qui va lire un IRM sur votre téléphone. Et je vais en profiter pour boire un coup. Je sais pas combien. Vous pourrez demander le lien à votre voisin, et je vais continuer. Non, vous n'êtes pas encore... je rebois. Ah ouais, non, ça n'a pas rien. OK. Alors, pourquoi c'est cool au-delà du fait que c'est assez original, je n'ai pas eu tous les jours l'occasion de bosser sur des projets de ce genre, qu'est-ce que j'ai vraiment appris en faisant ça? Et bien déjà, c'est que c'est très intéressant de travailler en binaire en JavaScript pour le poids. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Mettons que je veuille envoyer des données à travers HTTP. On va, par exemple, le faire classiquement sous forme de JSON. Je vous ai pris un exemple d'un jeu vidéo que j'ai fait et où j'ai besoin d'envoyer la position des joueurs à tout le monde. Donc j'ai fait un petit événement qui s'appelle position, qui prend un ID, c'est l'ID du joueur, pour savoir lequel je dois modifier sa position, et qui envoie une valeur X et Y de position sur la carte. Okay ?
On le fait en JSON, ça fait 54 octets. Alors pourquoi ça fait 54 octets? Parce qu'il y a 54 caractères dans la chaîne et que chaque caractère est codé sur un octet. Après tu deviens fou, tu commences à tout compter comme ça. Je pourrais faire comme le laboratoire qui a designé l'aspect Nifty et me dire, bah, ok, je vais me définir un format binaire qui fait passer cette information, mais de manière optimisée. Alors, allons-y. Je vais représenter mon événement position sur un octet. On va dire que pour l'instant, dans mon... un octet, rappel, ça me donne 256 possibilités. Donc, je veux dire que pour l'instant, dans mon code, j'ai 256 événements différents. Donc, connexion, déconnexion, position, il est mort, il n'est pas mort, etc. Je me limite à 256, ça tient sur un octet. Ensuite, je vais mettre l'ID du joueur sur un octet. Donc, encore une fois, je pars du principe que je supporte 256 joueurs. Hein, c'est plus que Battlefield 5. Et ensuite, je vais prendre un petit peu mes aises et je vais dire, allez, le X et le Y, on se réserve 2 octets pour chacune des valeurs. Donc là, on va pouvoir aller de 0 à 65 000 et des poussières. Donc, on est large. Cette chaîne, eh ben, elle fait 1 octet plus 4 octets, ça fait 6 octets. Okay, là, vous me dites, OK, donc le mec il est en train de nous optimiser quelque chose qui fait 54 octets en 6 octets, on va beaucoup trop loin. Alors, oui, c'est vrai. Mais si, comme moi, ce message, vous avez besoin de l'envoyer 60 fois par seconde à 256 clients qui sont connectés, eh ben, ça peut être intéressant de l'envoyer en binaire. Quand je l'ai fait, j'ai réécrit un netcode qui était déjà en JSON et je l'ai écrit en binaire, et j'ai divisé par 10 la bande passante utilisée par le jeu, grâce à ça. Il y a une vraie rapidité d'encodage-décodage aussi qui est intéressante. Tout simplement, l'ordinateur, en fait, quand on bosse en binaire, il n'a pas de traduction à faire pour que ce soit compréhensible par un humain. Vous parlez directement son langage. Il va très très vite là-dessus. Donc vous gagnez aussi un petit peu de rapidité là. Enfin, vous allez le voir sur vos téléphones normalement. Donc toutes les images sont calculées en temps réel. Toutes les manipulations que vous faites au niveau binaire, votre processeur il est codé pour faire ça. Ça va très très vite. Ça supporte tout et c'est supporté partout. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, moi, avec mes petites mains dans mon navigateur, je suis allé lire la spec écrite avant les années 2000 par un laboratoire anglais et j'ai pu ouvrir leurs fichiers. Vous pouvez supporter n'importe quel format obscur. Typiquement, si Adobe donnait les sources de comment est-ce qu'ils encodent leur point PSD, on pourrait faire un Photoshop dans le navigateur qui ouvre, vous drag and droppez votre PSD et puis vous lisez votre Photoshop. À partir du moment où vous savez comment est représentée l'information, vous pouvez tout faire. Alors pourquoi c'est chaud? Parce que c'est pas que la fête non plus. C'est pas lisible, hein, donc vous allez vraiment gagner en performance et en poids. Par contre, quand vous ouvrez votre console, vous allez voir au mieux des entiers qui passent. Donc là, vous ne pouvez plus débugger en me disant ah, tu me files les logs. Ben, les logs, c'est qu'il y a 56 octets qui sont passés, je ne peux pas t'en dire plus. Ce n'est pas très lisible. C'est assez rigide, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si je prévois d'encoder mes ID de joueurs sur un octet, ça veut dire que je peux en avoir 256. Si je n'ai pas de règle métier fonctionnelle qui empêche un 257e joueur de se connecter, il va se connecter et vous allez avoir un problème d'overflow. Donc tout va bien se passer, il n'y aura pas d'erreur. À un moment donné, votre script il va écrire 257 sur un octet, donc il va perdre le 1 qu'il y a au début et il va le remplir le reste qu'avec des zéros, et vous allez envoyer l'ID 0 qui est déjà normalement dans le jeu. Et donc là, vous allez commencer à avoir des comportements ouf. Donc, c'est un peu engageant de choisir comment vous écrivez l'information, parce qu'après, vous ne pourrez plus vous appuyer dessus pour la relire. Il y a peu de bugs. Dans quel monde c'est un problème pour un développeur? Alors, le problème, c'est que quand vous allez recevoir de l'information, je vous l'ai dit, une chaîne binaire n'a pas de signification en soi. Donc,
si vous vous êtes trompé quelque part, vous allez le lire, le moteur va toujours vous renvoyer des entiers. Ça veut toujours dire quelque chose. On l'a vu, notre chaîne, on l'a ouvert avec différents types, ça renvoie toujours une valeur. Donc vous n'aurez pas de problème, il n'y aura pas d'erreur dans la console. Mais par contre, comme moi, la première fois que j'ai implémenté mon IRM dans le navigateur, je fais « Ah, c'est trop bien », je lance, j'affiche, et là, je vois Canal+, donc une fenêtre remplie de points noirs et blancs, n'importe comment, n'importe où, et il n'y a pas d'erreur dans le script. Tout va bien. C'est juste que je me suis trompé d'un décalage d'octet quelque part. Quelques petites idées d'utilisation. Donc, lire et écrire un format tiers, comme on l'a fait avec l'aspect Nifty à l'instant. Pour le jeu en temps réel, c'est une autre de mes passions, c'est très, très utile et ça vaut le coup de se pencher dessus si vous bidouillez un peu là-dessus. Et un autre exemple qu'on peut citer, c'est les filtres Instagram, donc tout ce qui est manipulation de photos. Si vous voulez faire votre propre petit filtre Instagram pour voir comment ça marche, vous ouvrez une image, vous parcourez ces pixels en binaire, et vous allez par exemple descendre la valeur de bleu de tous les pixels, et vous avez fait un filtre qui réchauffe l'image. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette conf, c'est que JavaScript gère bien le binaire. Voilà. Et je crois que c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup de votre attention. On va passer aux questions. Une. Alors, c'est une question liée au poids. Tu parles de 46 mégas. Là, j'ouvre le truc dans mon navigateur. Je n'ai pas l'impression que ça met 30 secondes à charger. Enfin, les images, est-ce que tu as géré l'envoi des tranches après depuis un serveur, ou est-ce que genre, tu balances toute l'image comme un sauvage dans le browser et qu'après c'est un parcours juste et que c'est fluide en plus? Je trouve ça assez bluffant, quoi. Alors, c'est intéressant. Généralement, on me demande, je crois que c'est une partie de ta question, c'est pourquoi tu envoies l'image et pourquoi tu n'envoies pas juste la coupe en JPG, par exemple. Eh bien, figure-toi qu'on a bossé avec nos chercheurs et qu'ils nous ont dit deux choses. La première chose, c'est que les IRM, c'est la propriété de certains hôpitaux et de certaines équipes, et qu'ils veulent bien donner un point d'accès où tu peux lire le fichier, mais on a absolument interdiction de les stocker. Donc, je n'ai pas le droit de les mettre sur mon serveur Symfony pour les traiter, faire des coupes, produire des PNG que j'enverrai pour que ce soit optimisé au client. Ça, déjà, c'est compliqué. Et la deuxième chose, c'est que, par exemple, quand on faisait dessiner les lésions du cerveau à la main, ils ont beaucoup insisté pour que un pixel à l'écran, quand on lisait un voxel dans l'IRM et que le joueur passait dessus, il fallait vraiment que ça colorie exactement ça. Ils ne veulent pas du tout une carte, par exemple, en vectoriel qui donnerait la zone. Ils veulent au voxel près, et donc ils veulent récupérer des datas qui ont exactement le même format que l'image, et donc c'était très important pour eux que ce soit le fichier exact qui soit traité et qui ait le moins de pertes d'informations qui pourraient remettre en cause la validité des résultats qu'ils en tirent. Voilà. Donc du coup, j'ai 46 mégas dans mon Firefox dans ma poche, quoi. Et du coup, oui, les images font facilement 46 mégas. Alors, une autre solution qu'on a envisagée, vous m'arrêtez si je vais trop loin, généralement, comme je l'ai dit, les machines d'IRM choisissent sur combien d'octets elles encodent leur voxel, donc c'est très engageant. Par exemple, à partir du moment où tu as décidé que tu mettais sur 32 bits les voxels, comme c'est le cas dans mon exemple, et bien même si ton image est vide, elle va contenir pour chaque voxel 32 bits qui sont à 0, et donc elle fera le même poids. Okay, et donc, un des trucs qu'on a fait, c'est que des fois, j'ai proposé, encore une fois, c'est un peu compliqué pour eux au niveau de la démarche scientifique, mais par exemple, on pourrait lire le fichier, dire « Ok, tes valeurs, elles ne changent pas tant que ça, tu n'as pas besoin de 32 bits, on pourrait, sans perte d'information, réécrire ce fichier sur 16 bits, par exemple, et tu divises quasiment par 2, minus le header, tu divises quasiment par 2 le poids du fichier. » Mais oui, c'était un problème. On a un peu stocké en cache en local, donc au début, tu as un gros chargement, et après, ça va mieux. On a le temps pour une dernière question. J'ai une question. Tu parles d'optimisation. Est-ce que vous avez tenté de faire de la compression, tout simplement, du gzip? Parce que ton image qui est vide avec des zéros partout, je me dis qu'a priori, ne serait-ce que gzip devrait plutôt optimiser pour ça. Alors,
Est-ce qu'on a mis du gzip? Sachant que ton serveur web, a plus priori, la ne le réponse. fera pas de lui-même, puisque c'est du binaire et il ne sait pas ce que c'est. C'est vrai que probablement ça doit bien s'y prêter. Honnêtement, je ne sais plus si on a mis ça en place ou pas. Ok. Après, il y a quand même l'espace de stockage sur la tablette qui rentre en jeu, etc. Donc, c'est de Dans, toute dans façon tous les cas, intéressant je pense que tu auras ton image à 46 MB dans ta mémoire, parce que tu vas devoir l'afficher. Oui. Mais au moins, tu évites de passer 46 MB dans ton réseau, je pense. Bon, à tester. Mais Merci. ça, tu sais, moi, je suis développeur. Après, ça, c'est l'infra qui gère. Alors, c'est oui et non. Hein. Le développeur peut aussi décider de renvoyer quelque chose de gzip et de le dézipper, du coup, dégzipper lui-même. Après, ça peut être fait via l'infra. Ça a discuté avec les gens qui vont s'occuper de l'infra, du coup. Oui. Merci. Pour les autres questions, on passera après, vous pourrez les voir directement. Venez me voir partout sur Internet. Ça, c'est moi. Dans toutes les plateformes qui existent.